quand on m'avait invité à cette conférence, j'ai un peu hésité. On m'a proposé, le directeur du CRASC m'a proposé donc que je remercie de cette invitation au passage. Je remercie d'ailleurs le CRASC en général, où j'étais venu il y a 3 ans. Et un des titres que vous avez donné là, dans les publications, c'est le droit musulman comme paradigme du colonial du droit en France en tout cas. C'est quelque chose que j'avais présenté au CRASC à Oran, donc il y a 3 ans. Et c'était un peu pour montrer à l'époque que quand on parle, là j'ai choisi le mot de loi islamique dans la présentation ou dans le titre, oui c'est ça. Mais la loi islamique, ça peut être la charia, ça peut être le fiqh, ça peut être la jurisprudence islamique, ça peut être et ça peut être le droit musulman. Alors pour les Français, c'est souvent le droit musulman, mais qui correspond à une vision française de cette question, mais pas forcément une vision qu'on a en Algérie ou en Égypte ou ailleurs, si vous voulez, ou dans des pays d'Afrique subsaharienne. Donc il faut toujours historiciser et contextualiser les questions dont on parle. Et en l'occurrence, aujourd'hui, la question de parler de la civilité, c'est un peu difficile parce que il faut faire des passages, à mon avis, linguistiques, entre le français et l'arabe en l'occurrence, et aussi des sauts dans l'histoire à différentes époques pour montrer qu'on n'a pas toujours eu la même appréhension de cela. Donc je parle, alors encore une fois, je suis heureux de cette invitation que le CRASC m'a donnée de venir ici m'exprimer, puisque ça m'a permis aussi de préciser un certain nombre de questions qui ne sont pas forcément très claires, parce que c'est une question difficile. Le terme de madaniya, alors pour le moment je le traduis par civilité, mais peut-être que quand j'aurai terminé cette présentation ou quand on aura fini notre discussion après, peut-être que je n'aurai pas la même certitude concernant la traduction, bien que ça ne soit pas une certitude. En tout cas, ce terme de madaniya, il est revenu souvent depuis les soulèvements arabes de 2011, spécialement en Égypte et en Tunisie, et dans l'expression, par exemple, Daoula el Madaniya. Donc ça, c'est quelque chose qui est très récurrent, mais quand on regarde qui emploie cette expression, dans quelles circonstances, on s'aperçoit quand même que les sens qui sont derrière les emplois sont très variables d'une personne à une autre, d'un groupe à une autre, d'un parti politique à un autre, ou d'un pays à un autre. Mais déjà, pour introduire cette question, je dirais qu'il y a, à première vue, comme ça, je vois trois champs sémantiques, trois espaces de sens différents. Donc il y a un premier niveau de sens alors ça a été un peu évoqué merci de la présentation que vous avez faite quand on parle disons, de savoir-vivre en société ensemble, etc. Il y a cette notion de politesse, de savoir-vivre ensemble, finalement, de vivre de façon à éviter que les conflits ne dégénèrent, etc. Donc c'est un art qui s'apprend dans l'histoire. Donc on pense, pour ceux d'entre vous qui sont sociologues, ou même ceux qui connaissent en général, vous savez, c'est Norbert Elias, donc sociologue, qui a développé ces idées de la sociabilité développée par les cours en Europe. Mais évidemment, moi je pense aussitôt à des exemples qu'on peut trouver dans la culture arabe, comme Ibn al-Muqaffa, par exemple, avec tout ce qu'il a écrit autour de ce que c'est que l'adab. Le adab, c'est-à-dire, le adab fait un peu penser aussi à Machiavel, etc. On peut faire des passerelles beaucoup, mais c'est aussi une façon, c'est des codes de conduite qui permettent de vivre à la fois que les dirigeants ne fassent pas des erreurs qui conduiraient à leur chute, et aussi pour les citoyens, on ne dit pas les citoyens à l'époque, mais néanmoins pour les individus qui vivent dans un groupe, de faire attention à ces codes souvent non dits, mais qui sont importants en société. Le deuxième espace de sens, là j'aurais tendance à revenir à Ibn Khaldoun, mais pas seulement, à beaucoup de philosophes européens aussi, qui ont relié donc cette idée à l'idée de vivre en ville ou dans une cité, d'être urbanisé. Ça, c'est important, le tamaddoun, donc vivre dans une madina, donc pour Ibn Khaldoun, c'est important, donc, mais aussi la citadinité, voilà un autre mot qu'on pourrait introduire. Hein. Il y a citoyenneté, civilité, citadinité. Ça veut dire aussi, ça fait référence directe à la ville. Et il y a aussi un autre terme en français
qui est l'urbanité. Vous voyez, donc ça rejoint le premier sens que j'ai donné plus tôt, qui est le savoir-vivre ensemble. Être urbain, c'est être quelqu'un des villes, donc qui sait vivre. Alors là, évidemment, on peut discuter. Ça ne veut pas dire que dans les campagnes, on ne sait pas vivre, mais c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est des normes différentes, évidemment. Et le troisième espace, il est beaucoup plus moderne, si vous voulez, au sens où on pourrait l'ancrer dans les débats qui ont eu lieu au XXe siècle, depuis le XXe siècle. C'est la question de ce que c'est qu'un civil dans la société, dans les sociétés correspondant aux États-nations modernes. Alors le civil est opposé au militaire, premièrement, essentiellement, et il est opposé, deuxièmement, à tout ce qui vient de tout ce qui est identifié comme d'origine religieuse ou transcendantale. Dans le programme de Ennahda en Tunisie, ça c'est parfaitement clair, c'est pas d'État militaire ni d'État théocratique. Donc les deux éléments sont là. Et dans ce cas-là, on aurait tendance à faire rentrer des termes. Alors si on prend les termes en arabe, ça correspondrait peut-être à quelque chose qu'on appelle le almaniya, ou bien de façon plus peut-être péjorative, me semble-t-il, c'est le terme laïkia, qui renvoie donc à l'idée française de laïcité, mais peut-être de façon péjorative. Ça, on va revenir sur toutes ces questions-là. Ça, c'est une présentation de termes généraux que je vous fais. Et alors, pour maintenant ancrer cette introduction dans des références récentes, je vous cite simplement l'article 2 de la Constitution tunisienne de 2014, donc celle qui est le résultat d'un compromis, comme vous le savez, entre Ennahda et ses opposants. Et ce compromis donc donne ceci. Je vous le donne en arabe. Tunis daoula madaniya taqumu ala iradat al-sha'ab wa ulwiyat al-qanoun. C'est-à-dire la Tunisie est un État civil basé sur la volonté du peuple et sur la primauté de ulwiyat al-qanoun, du qanoun. Je garde le terme qanoun, si vous voulez, pour le moment. Du droit, on va dire du droit. Mais déjà, droit, loi, est-ce que c'est la même chose? Donc, si on remonte, si on prend le cas de l'Égypte, on pourrait prendre la constitution, d'ailleurs, qui est de 2014 aussi de l'Égypte, mais qui correspond à un contexte complètement différent, puisque c'est un contexte de dictature militaire, contrairement à, enfin, entre guillemets, parce que il y a des variantes, on pourrait appeler ça, bon, militaro-civil, mais enfin, c'est pas clair comme définition, mais en tout cas différent de la Tunisie où le rôle de l'armée n'a pas du tout été le même. Mais pourtant, on a une constitution qui reprend des termes assez proches. Mais avant cette constitution de 2014 en Égypte, il y avait à l'époque de Hosni Moubarak, il y avait eu, à un moment où les tensions étaient trop fortes, il avait adopté un texte en 2007 où on avait remplacé à ce moment-là la formule de la constitution de Gamal Abdel Nasser, nassérienne, qui disait, la formule c'était la République arabe d'Égypte adopte un système démocratique basé sur la citoyenneté, c'est-à-dire Mouwatana, cette phrase-là a été remplacée en 2007 par la République arabe d'Égypte est un État socialiste démocratique fondé sur l'alliance. Alors attendez, excusez-moi. J'ai pris les choses à l'envers. Non, c'est ce que je vous ai donné. La Mouatana, c'est l'introduction en 2007, mais qui succédait à l'État socialiste démocratique basé sur l'Alliance des forces populaires. J'ai donné le premier avant le second. Vous avez compris, hein, j'ai inversé, excusez-moi. Mais donc on est passé d'un État fondé sur l'Alliance des forces populaires laborieuses à une formule qui est fondée un système démocratique basé sur la citoyenneté Mouatana. Ça, c'est la formule de 2007. Vous voyez, déjà, il y a un changement considérable. Et en 2014, alors là, en 2014, j'ai regardé de plus près, il y a au moins 4 ou 5 emplois différents du terme civil dedans. Vous allez voir, c'est compliqué quand même. Donc, alors, par exemple, vous avez, donc, il est question d'un hukuma madaniya. Donc, l'Égypte est dans le préambule de la constitution égyptienne de 2014, c'est un État fondé sur un gouvernement civil. Vous trouvez ensuite, cet État s'engage, ça c'est plus classique, à protéger les droits civils, el-Houkouk el-Madaniya. Il fait référence aussi à la société civile, par exemple, dans les actions d'alphabétisation ou de santé. On peut faire appel à des organisations de la société civile, el-Mujtama el-Madani. Ça c'est plus classique.
y a un article 18 qui est surprenant, qui dit dans le domaine de la santé que l'État peut avoir à faire appel à deux types de secteurs. Le secteur privé, là ça s'inscrit dans la question des libéralisations politiques, ce qu'on appelait l'INFITAR à une certaine époque, mais aussi civil. Et là c'est soit privé, soit très civil. C'est très étrange parce que normalement on oppose Khas à Ram, par exemple, dans ce contexte, mais là Khas va être opposé à Madani. Donc, ce qui veut dire que les rédacteurs de ce texte, je ne m'en étais pas rendu compte avant, ils ont mis sur un même niveau de sens le Ram, le public, et le Madani. Donc ce qui est Madani, civil et public. Donc vous voyez, c'est important de s'interroger là-dessus. Alors en tout cas, toutes ces formules auxquelles on se réfère quand on parle alors Muwatana, Madaniya par exemple, ça se réfère à un processus ancien dont l'aboutissement est l'État-nation et qui est caractérisé par, disons, une autonomisation des individus et des groupes qui sortent d'un contexte social qui était marqué, comme les sociologues disent, ou les philosophes, par l'hétéronomie des pratiques et des conduites. L'hétéronomie étant le fait d'obéir à des normes qui nous sont extérieures, c'est-à-dire qui viennent soit de la religion, soit de pouvoir constituer depuis très longtemps comme la famille, qui nous sont étrangers. L'autonomie, c'est donc se dégager de cette hétéronomie dans les conduites humaines. Alors, quand tout ça c'est l'État-nation, on le sait, c'est construit ou a construit dans le même processus un espace public dans lequel s'est développée cette autonomie des pratiques sociales et où on voit très bien dans le cadre du nationalisme arabe, par exemple, où l'influence de la religion dans la société a été cadrée par les idéologues du nationalisme arabe à une certaine époque. De même que l'institution militaire, ça reste quand même problématique, puisque cette institution militaire n'a pas été cadrée de la même façon dans ce processus. Mais en même temps, quand on parle pour reprendre même les termes de Narda en Tunisie, quand on parle des militaires et de la religion, ça demande à être nuancé forcément, puisque l'interférence des deux domaines, elle existe tout le temps. C'est-à-dire, par exemple, un militaire est aussi un citoyen. L'un n'empêche pas l'autre, c'est pas contradictoire. Une pratique sociale comme le mariage, il peut être civil ou religieux, mais ce n'est pas incompatible ni contradictoire. En France, on peut avoir les deux. On a souvent même un mariage religieux et un mariage civil en même temps. C'est pas du tout contradictoire. Dans la plupart des pays arabes, de toute façon, le mariage, il est civil, il peut avoir une formulation religieuse, mais il est civil aussi, puisqu'il est sanctionné soit par un tribunal suivant les pays, soit par un notaire, comme le Mazoud en Égypte, par exemple. Et ça, c'est le côté civil de l'action. Alors, je vais maintenant essayer de préciser un petit peu les choses, mais comme, merci de l'avoir rappelé, j'ai un passé lourd de juriste ou de sociologue du droit, que je ne regrette pas parce que ça permet de poser plus de questions. Mais moi, j'ai travaillé un moment sur les processus de codification de la loi islamique et ça permet de comprendre peut-être un certain nombre de choses. Donc, je vais revenir un peu là-dessus. Je ne vais pas prendre trop de temps, évidemment, parce que le temps passe quand même. Mais avant, je voudrais juste faire un premier point sur la question de l'histoire, enfin, de ce mot Madaniya, ou du mot Madani si vous préférez. Donc, d'où ça vient? Bon, alors tout à l'heure j'ai parlé rapidement. Je ne reviens pas, on pourra en parler plus tard, de Ibn Khaldoun. Hein, ça c'est quand même une référence incontournable dans l'histoire. Il y a l'idée que quand on rentre dans ce processus de tamaddoun, on rentre dans un processus où les solidarités, on est dans le milieu urbain, les solidarités changent par rapport au milieu éventuellement rural d'où on vient, et la diversification des genres, enfin le fait qu'on perde son identité primordiale fait qu'on est obligé souvent de composer et que les termes de composition presque obligatoires
rentre en ligne de compte dans cette vie civile en quelque sorte. Et bon, vous connaissez Ariad Ben Achour en Tunisie, par exemple, c'était à un moment, il a présidé le comité consultatif, enfin, pas consultatif sur la Constitution. Donc il était branché sur ces questions de Constitution. Lui, bon, dans un de ses textes, il a parlé, par exemple, de l'importance du sulh, de la conciliation dans les cas de conflit d'intérêts, et notamment dans le domaine du droit islamique, de l'importance des irtilafat, c'est-à-dire, ou de l'irtilaf, c'est-à-dire de la divergence. C'est-à-dire, on sait bien qu'il n'y a pas une opinion commune comme beaucoup d'interprètes contemporains de la loi islamique voudraient, ou de la charia voudraient le dire. Il y a des avis extrêmement divergents suivant les lieux, suivant les époques. Et l'irtilaf, l'irtilafat, li ummati rahma, c'est une formule qui est connue, c'est la divergence, c'est une bénédiction pour la communauté. On disait le prophète, on peut se référer à ça. Bon, dans l'histoire, si vous prenez, je pense, un personnage bien connu comme Al-Farabi, vous savez qu'il a écrit un livre dans le titre, on trouve El-Madina, El-Fadila. Donc c'est la cité vertueuse. Donc il y a quelque chose justement de ça. C'est un lieu qui peut être le lieu de tous les dangers, sans doute, mais qui est aussi le lieu où on a intérêt à se concilier et à créer du consensus, du compromis, ce qu'on appelle peut-être le hal wasat, c'est-à-dire la façon d'arriver à quelque chose où tout le monde peut se retrouver. Bon, j'insiste pas, je pourrais vous prendre d'autres exemples, on pourra en reprendre dans la discussion, mais il y a un emploi aussi sur lequel je voudrais revenir de Ibn Khaldoun quand il parle de Madaniya, parce qu'il emploie le mot, il parle de Siyasa Madaniya. Et quand il parle de Siyasa Madaniya, c'est vraiment la politique au sens grec du terme, c'est-à-dire le fait de gouverner. En grec, on disait la politeia, mais c'est une politeia, une politique, la politique publique. Peut-être on pourrait dire aujourd'hui la gouvernance, si vous voulez. Ça, c'est un terme assez employé qui pourrait convenir ici. Il y a un géographe marocain qui s'appelle Mohamed Nasseri, vous connaissez peut-être certains d'entre vous, qui a écrit là-dessus à propos de la ville de Fès au Maroc et qui parle de la façon dont cette citadinité à Fès s'est construite comme un élément, disons, constitutif de la ville et qui fait partie de la culture de la ville, très importante. Et il dit même que l'attachement à cette notion de citadinité, ça se traduit par un mot qui est pas exactement le tamaddoun, mais le tamaddouniya. Je ne sais pas si vous faites la différence entre tamaddoun et tamaddouniya. Tamaddouniya, ce serait peut-être ça, plutôt la citadinité, ce serait peut-être ça en fait. Le résultat de ce processus de tamaddoun, c'est-à-dire que on a notre tamaddouniya à nous, c'est notre conception de la vie en ville. En tout cas, c'est ce que explique Mohamed Nasseri, donc géographe marocain. Maintenant, je reviens à l'époque plus récente, et là, on a l'époque réformiste. Alors, je n'insisterai pas, on pourra en revenir dans la discussion de Mohamed Abdou, Rachid Rida, mais aussi Ali Abdelrazak, donc qui lui a théorisé un des premiers la sécularisation de l'État même islamique, si on veut. Contrairement à Abdou Rida, qui sur des versants différents ont théorisé donc l'intégration de la société sur des modèles islamiques, mais incluant quand même une forme de civilité. Je suis obligé d'avancer quand même assez vite, c'était pour vous donner des pistes si vous voulez. Et tout à l'heure j'ai parlé donc alors cette période évidemment de Islar, enfin, qui est dans ce milieu de la Narda, donc de toute la région, notamment proche-orientale. C'est une période très fertile en discussion et qui a fait avancer justement cette question. Mais et à l'époque, je le disais tout à l'heure, du nationalisme arabe, on est arrivé à une situation où, de façon très explicite, en tout cas chez les bassistes par exemple, il fallait séparer il y a eu des périodes comme ça où il fallait séparer donc ce qui était religieux, par exemple, de ce qui relevait de l'État et de la civilité telle que définie par l'État nationaliste. Alors évidemment,
toutes ces conceptions ont été chamboulées par les événements, disons, très perturbants et on peut dire, des 2 ou 3 dernières décennies depuis la révolution iranienne. Bon, la guerre civile libanaise, par exemple, d'ailleurs le terme guerre civile, il faudrait s'interroger. Je ne sais pas si... moi j'ai tendance à dire harb ahli, on pourrait dire harb madani, mais c'est plutôt ahli, c'est encore une autre version de ça. Mais dans ce contexte libanais, vous aviez par exemple un intellectuel chiite qui s'appelait Mohammad Mahdi Shamseddin, qui a, lui, parlé de laïcité islamique, laïkia islamia. Et ça a été repris pas mal par exemple, en Égypte, après 2011, par quelqu'un que Tariq el-Bishri, je ne sais pas si vous connaissez le nom, qui est un historien, c'est plutôt un juriste, mais historien du droit aussi, puis qui a été aussi sénateur, enfin qui a eu des positions comme ça, et qui était au comité, qui présidait le comité constitutionnel au tout début. Et lui, donc il insiste sur ces 2 versants inséparables de la laïcité. Il pense qu'il est pour un système laïque, mais qui doit fonctionner dans un État soucieux des religions qui existent. On pourrait prendre beaucoup d'exemples contemporains, si vous voulez, mais pour se limiter à quelques exemples en Tunisie, en Égypte, au Caire, vous avez par exemple une association, une ONG avec un site très connu qui s'appelle Daoula Madaneya, www.daoulamadaniya.com, ça c'est facile à trouver. Vous avez aussi un parti, je pensais un peu au hasard, parmi les 30 ou 40 partis qui se sont constitués en 2011-2012, le Hizb el-Wasat, et dans le Wasat, il y a le terme que vous pouvez rattacher au compromis, au Hal-Wasat, mais que vous pouvez aussi rattacher aux convictions religieuses qu'on peut avoir sur le fait que l'islam, par exemple, c'est la religion du milieu, donc de la modération, de l'équilibre entre des divergences, irtilafat, dont on a parlé tout à l'heure. Alors, bon, j'ai déjà dit pas mal de choses. Il me reste 5 ou 10 minutes quand même. Oui, bon, d'accord. Parce que je voudrais vous donner un minimum d'éléments, et puis après, donc, bien sûr, on pourra compléter dans la discussion. Mais pour rentrer plus dans le droit, là, je pourrais être assez long, parce que c'est des choses sur lesquelles j'ai pas mal travaillé à une certaine époque, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. La question s'est vraiment posée en Égypte, dans les années au milieu du XXe siècle, lors de l'élaboration du Code civil, donc le Qanoun Madani. C'est important parce que ce Code civil égyptien, il a été exporté dans l'ensemble du monde arabe, même si ça ne se voit pas, y compris en Algérie. C'est-à-dire qu'il a été emprunté partout. Il a été construit au moment où l'Égypte a eu son indépendance formelle, enfin peut-être sa deuxième indépendance des Anglais à partir de 1937, les accords de Montreux, et jusqu'en 1948, il y a eu une commission de fabrication du Code civil égyptien nouveau qui a soulevé tous ces problèmes liés à qu'est-ce que c'est que ce terme madani, civil, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Pour ça, il faut remonter un peu dans le temps. Il faut remonter pour comprendre ce que ça veut dire ce mot relié donc au droit et au qanoun, je l'ai dit tout à l'heure, et au processus de codification, c'est-à-dire de taqnin. C'est-à-dire le taqnin, c'est le processus consistant à mettre le droit en forme de qanoun. Le qanoun, c'est un mot grec aussi, je ne sais pas si ça vient du grec en arabe, mais je pense que oui. En tout cas, c'est passé, il y a une interférence. En français, on disait encore, et on dit toujours d'ailleurs, le droit canon de l'Église catholique. Donc c'est le même mot. Et le canon grec, ça réfère à la norme aussi. Donc tous ces mots se réfèrent à un code, à quelque chose. Bon. Alors, si on lit par exemple, le sociologue Max Weber, donc déjà un peu ancien, mais qui a écrit beaucoup sur ces processus de rationalisation des institutions et du droit,
Il explique dans son ouvrage, disons, fondamental, qui est Économie et société, comment progressivement les sociétés se mettent à rationaliser, quand elles se complexifient, rationaliser leurs droits. Alors, ça commence toujours par le droit pénal, qui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, qui n'est jamais nulle part intégré, qui est toujours intégré sous la forme du droit de l'État-nation à l'heure actuelle, ou des États, en tout cas des pouvoirs politiques, et non pas sous sa forme, disons, il n'y a pas, par exemple, sauf peut-être exception en Arabie Saoudite, mais il n'y a pas d'application stricte du droit pénal islamique. Il est toujours médiatisé par un code pris par le pouvoir politique. Et dans le monde arabe ou dans l'Empire ottoman, on va dire, sans remonter trop loin, ceci, on peut remonter au moins jusqu'au XVIe siècle, à l'époque de Sleiman el-Qanouni, justement. Pourquoi il a gardé ce nom, ce deuxième nom? Parce que son œuvre en termes de Qanoun est extrêmement importante. Elle consistait donc à retirer des compétences privées, alors le droit pénal, mais aussi un certain nombre de règlements qui concernent l'économie de cette époque, c'est-à-dire, et puis les besoins d'une classe dirigeante qui tire les ficelles de l'économie. Le commerce maritime est très important, et dans ces périodes-là, on comprend, l'Empire ottoman est très étendu, il va jusqu'à Vienne, vous savez, donc il va de l'autre côté, il va très loin, et donc il y a besoin de sécuriser donc les trafics marchands, etc. Et là, on comprend que c'est le pouvoir central qui intervient pour faire ces règlements qui doivent obéir à des considérations pratiques, et en premier lieu à ce qui concerne ce qu'on appelle la prévisibilité, c'est-à-dire tawakko, enfin c'est à quoi est-ce qu'on va s'attendre. Il faut pouvoir prévoir les actions qu'on fait en termes économiques et financiers pour que les marchands ne perdent pas leurs marchandises, alors ça préfigure peut-être, il n'y a pas des systèmes d'assurance, si vous voulez, mais on a besoin de règlements centralisés qui sont les mêmes pour tout le monde, connus dans les réseaux commerciaux. Bon, voilà, ça c'est une des raisons qui explique. Maintenant, dans tout cela, évidemment, si je me transporte à l'époque dont je parlais du milieu du XXe siècle, là c'est le résultat de situations coloniales. L'Égypte, comme beaucoup de pays, a importé, comme l'Empire ottoman l'avait fait à l'époque des Tanzimat, quand il fallait réformer l'Empire, a importé des lois, des codes d'Europe. En Égypte, on a importé, dès la fin du XIXe siècle, le code Napoléon, le code civil Napoléon, qui ne s'appliquait pas dans les tribunaux Mahakim Ahliya, c'est les tribunaux égyptiens traditionnels, mais pas tout de suite, qui s'est appliqué au bout d'un certain moment, mais ça a commencé dès 1875 dans les tribunaux mixtes. Ça veut dire que quand on reprend tous ces textes qui ont été importés en Égypte, quand on les reprend en 1937, là on a, pour créer un code civil, là il faut faire quelque chose pour égyptianiser le droit. On dit Tamsir el-Qanoun, égyptianisation du droit, donc il faut faire quelque chose qui soit national. Mais là, le problème se pose, qu'est-ce qu'on va faire? Alors évidemment, le code l'auteur du code c'est Sanhouri, je ne sais pas, vous connaissez sans doute le nom, et certainement. Pardon? Il a enseigné à l'université d'Orléans. Ah bon? Ah, je ne savais pas. D'accord, merci de l'information. D'accord. Et vous vous rappelez à peu près dans quelles années ou... Pendant une année et demie. Ah ouais, d'accord. Bon, donc c'est intéressant à savoir, parce que ça montre bien effectivement que l'impact de ce travail législatif, de codification sur l'ensemble de la région, et a commencé donc par l'Algérie, donc en l'occurrence. D'accord. Et alors, mais pour résumer, si vous voulez, le travail de Sanhouri, c'est le principal, le centre de son débat, c'est est-ce qu'on met dans le code civil la loi islamique ou d'autres éléments, mais en tout cas, où est-ce qu'on prend quelque chose qui relève uniquement du droit importé, ou principalement? Bon, je prends un exemple très simple, parce que c'est le plus connu, c'est la question du riba, du
qu'on traduit vulgairement parfois et rapidement par prêt à intérêt, mais ce n'est pas exactement ça, c'est l'accroissement illicite, injuste, etc. Bon, en tout cas, c'est une pratique interdite par l'islam, mais pas seulement par l'islam, par toutes les religions monothéistes. Mais il y a eu beaucoup d'exceptions qui ont été faites, de dérogations dans l'histoire, et qui font que c'est important, si vous voulez, cette interdiction est importante pour beaucoup de gens, surtout quand on est dans des périodes de pénurie, etc., qu'on a besoin de... Bon, on n'aime pas les usuriers, c'est en général. Donc, mais là, le débat n'est pas exactement là-dessus. Pourtant, c'est une pierre d'achoppement entre les frères musulmans de cette époque et les codificateurs comme Sanhouri, qui, eux, ne sont pas évidemment frères musulmans. Pourtant, Sanhouri, il a une formation il a écrit un ouvrage qui s'appelle Le Califat. C'est quand même quelqu'un qui a une connaissance très importante de l'histoire islamique. Mais là-dessus, il y a eu confrontation, débat, ça a duré 10 ans. Et au bout du compte, le Code n'a pas retenu l'interdiction du riba. Il a retenu un certain nombre de choses qui sont d'origine islamique, mais pas énormément. Finalement, il a fait un code égyptien, arabe, on va dire, à partir d'emprunts, pas seulement à la France, mais aussi à la Suisse, à l'Italie, des emprunts. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'à la même époque, enfin, avant, l'Empire ottoman avait fabriqué produit un code civil aussi qui s'appelle la Mejelle. Majalat el-Ahkam el-Adliya. Vous avez entendu sans doute parler. Et ce code ottoman, il est toujours en vigueur, par exemple, en Palestine aujourd'hui, comme source directe. Ça peut s'expliquer en Palestine parce qu'il n'y a pas eu d'État, donc il a fallu avoir des continuités comme ça. Mais on est dans ce contexte où on a des références de civilisme juridique qui sont importantes et que l'on codifie. Et alors ce code égyptien, il a été repris tel quel par la Syrie en 1949. Un peu plus tard, il a été repris aussi au Koweït, au Bahreïn, si je me souviens bien, enfin en Libye, dans beaucoup de pays, et en Irak. L'Irak va faire une synthèse entre ce code et celui de la Mejelle. Mais la chose sur laquelle je voulais arriver, c'est que vous avez dans ce code tout ce qui concerne les pratiques. Alors, les fuqaha, ils parleraient des muamalat, c'est-à-dire des transactions sociales, économiques, les interactions de la société au quotidien, ou dans les affaires et tout ça. Donc ils traitent de tout ce qui concerne les contrats, les biens, la propriété, etc. Par contre, ils ne traitent pas de la question des personnes. Et c'est là où on voit comment fonctionne justement la civilité. Et pourquoi est-ce qu'on introduit... Alors, quand je parle du droit concernant les personnes, je parle je pense qu'en Algérie, on dit ça aussi, l'ahwal sharsiya. C'est la même expression. Statut personnel. Donc, le statut personnel Alors, je ne sais pas si vous savez, mais en France, le Code civil Napoléon, il comprend une partie sur les contrats et les obligations, donc tout ce qui concerne le matériel, si vous voulez, et une seconde partie concernant les personnes. Les deux sont dans le même code civil. Le même code civil. Donc la conception française de la civilité, c'est on réunit l'ensemble des transactions civiles. C'est si on a une affaire de propriété, d'héritage ou de mariage ou de divorce, ça rentre dans le même code de loi. Tandis que dans le code Sanhouri ou les codes arabes en général, le statut personnel, c'est pareil. Donc c'est là que se fait toute la différence. Or, Sanhouri, il a dit, il faudrait remettre les deux dans un même code. Donc il y a eu 2 débats à propos de ce code. Je crois que j'ai à peu près... je dois m'arrêter bientôt. Bon, je m'arrête maintenant là-dessus. Il y a eu 2 débats à l'intérieur de cette codification. L'un qui portait sur est-ce qu'il faut maintenir des normes islamiques, enfin en tout cas les normes fondamentales comme l'interdiction du riba ou pas, premier débat. Et deuxième débat, est-ce qu'il faut introduire le statut personnel avec le statut des biens et des contrats, des obligations. Vous comprenez la question, c'est ça. Et alors, la réponse dans le premier cas, on peut se passer des normes islamiques. Et dans le deuxième cas, on ne peut pas faire, si vous voulez, relier les deux, le privé. Donc on admettait qu'il y a une partie qui ne peut pas rentrer dans le lot commun. Alors voilà, je voulais prendre ces exemples-là. Eh bien, alors là, on peut développer maintenant, si vous voulez, mais il y a d'autres choses qu'il faudrait dire. Mais c'est important de comprendre ce genre de débats qui ont eu lieu à cette époque-là, parce que c'est des débats qui, je crois, à mon avis, ressortent maintenant.
C'est-à-dire que quand on veut donner une définition du civil, là j'ai donné plusieurs définitions au départ parce que je ne voulais pas prendre position de façon trop catégorique, mais je crois que tout le travail de codification a consisté à trouver je crois que c'est dans presque tous les pays arabes comme ça, puis on pourrait peut-être sans doute trouver ça dans d'autres sociétés facilement. En France, ça a été pareil aussi, à une certaine époque. On trouve une sorte de dénominateur commun qui peut permettre l'intégration, c'est-à-dire qui peut permettre justement aux gens de vivre ensemble. Par exemple, ça c'est important de le comprendre, les Égyptiens, ils ont adopté avant Nasser, en 1948, une loi sur l'héritage qui rend obligatoire le fiqh, la jurisprudence islamique, pour l'ensemble des Égyptiens, les lois sur l'héritage, même s'ils sont coptes, par exemple, même s'ils ne sont pas musulmans. Donc, vous voyez, et on considère que c'est faisable parce que, après tout, les normes ne sont pas si différentes en termes d'héritage entre les pratiques des coptes et celles des musulmans. Vous voyez le principe. Autre exemple, à l'époque, ça c'est plus tard à l'époque de Nasser, l'université Al-Azhar dit maintenant il n'y a plus de différence entre les sunnites et les chiites, par exemple. Alors aujourd'hui, évidemment, on n'en est pas là. Aujourd'hui, on vit dans une autre période par rapport à ça. Mais à l'époque, on dit, vous savez, l'école Al-Mazhab Ja'fari, c'est Al-Mazhab Al-Khamis. Bon, chien. Donc, vous voyez, il s'agit de trouver ce dénominateur commun qui peut faire rentrer dans le qanoun, dans la loi, des choses qui sont extrêmement différentes. Alors c'est peut-être ça l'essence de la civilité, en tout cas c'est un des aspects, un des axes importants. Maintenant, je m'arrête, je m'interromps comme j'avais dit, on va débattre, mais évidemment il y a beaucoup de choses qu'on pourrait ajouter à tout cela, mais je pense que c'est l'idée, je voudrais m'arrêter là-dessus. Et l'idée étant que, en trouvant ce dénominateur commun, le qanoun, c'est-à-dire cette règle commune, permet de faire rentrer dedans, parce que le contenu est important évidemment, ce que c'est que le droit. Et à ce moment-là, le terme qui s'imposerait pour ce que c'est que le droit, ce serait le terme haq. Eh oui. Et là, on pourra en parler plus tard, mais le haq, c'est intéressant donc à voir comment ça fonctionne, parce qu'il y a plusieurs niveaux de sens aussi.